Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Poursuite des négociations pour la libération des jeunes filles de Chibok au Nigeria. Ce 13 octobre, 21 filles ont retrouvé leur famille après des négociations entre l'administration nigériane et Boko Haram. En Côte d'Ivoire, le gouvernement ambitionne de mieux structurer l'activité minière du pays. Le code minier adopté en 2013 veut rendre cette activité propice à un équilibre socio-économique et environnemental. Et puis, en fin de journal, nous recevons sur ce plateau M. Alpha Diallo, président de l'ADACI, l'Alliance démocratique africaine de Côte d'Ivoire. Au Nigeria, le gouvernement poursuit ses efforts de négociation avec Boko Haram. 21 lycéennes de Chibok ont été libérées jeudi 13 octobre après plus de 2 ans de détention entre les mains de la secte. Selon le ministre de l'Information, Lai Mohamed, les pourparlers vont se poursuivre tant qu'il y aura des otages retenus par les terroristes. Ibrahima Djoumaba. Les efforts pour la libération des filles de Chibok se poursuivent au Nigeria. Les autorités fédérales et le groupe terroriste sont en négociation en vue de faire libérer le reste des filles retenues en otage depuis plus de 2 ans dans la forêt de Sambisa au nord du pays. Le ministre de l'Information estime que le gouvernement ne compte pas baisser les bras dans le traitement de ce dossier. Les négociations ne sont pas finies tant que toutes les filles ne seront pas libérées. Les pourparlers sont toujours en cours à l'heure où l'on parle. Bientôt, d'autres et bien plus seront libérées. Le 13 octobre 2016, déjà, 21 filles ont été libérées. Elles ont retrouvé leur famille dimanche 16 octobre dans la capitale fédérale, Abuja. Certains observateurs saluent la décision des autorités de négocier avec Boko Haram en attendant de trouver des solutions structurantes face à la nébuleuse terroriste. Je dois dire qu'il faut se réjouir de toute initiative, toute action qui est menée pour que les filles de Chibok, les lycéennes de Chibok soient libérées. Donc, ce que le gouvernement nigérian fait actuellement va dans le bon sens. Mais on peut vraiment regretter tout le temps perdu avant de commencer à négocier pour la libération de ces filles. La libération de ces otages n'interfère en rien dans la poursuite ou la suite de ce conflit, qui lui va dépendre des forces en présence, de la volonté de la force mixte multinationale, des Nigérians aussi, d'aller au bout et de repousser Boko Haram comme c'est le cas actuellement. En avril 2014, le groupe Boko Haram avait kidnappé plus de 200 lycéennes de Chibok. L'affaire a été l'un des thèmes de campagne du candidat Muhammadu Buhari, élu président du Nigeria en mai 2015. Le chef de l'État nigérian a lancé la même année une offensive contre les terroristes au nord du pays, obligeant ainsi plus de 2,6 millions de personnes à s'exiler. Depuis quelques semaines, le gouvernement a adopté la négociation pour faire libérer les otages. En République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle a autorisé la CENI à reporter les élections. La requête avait été introduite devant la Cour constitutionnelle le 17 septembre 2016 par le président de la commission électorale. Ce dernier avait mis en avant le fait que le fichier ne serait pas prêt à temps. On écoute à ce propos Maître Umuli Reti. Ce qui va faire l'événement, ce n'est pas tant la décision en soi, mais l'absence de ces juges. Parce que l'absence de ces juges fait et donne encore une fois une force très rigoureuse à l'article 64 qui fonde justement la résistance populaire. Dès le moment que les plus hauts magistrats ont décidé d'entrer en résistance en ne cautionnant pas une décision qu'ils pensent effectivement en âme et conscience n'est pas être cautionnable, donc ce n'est pas questionnable, le peuple bien entendu s'en trouvera inspiré et il faut s'attendre à ce que dans les jours qui viennent, ces magistrats qui ne sont soumis à aucune autre autorité que celle de la loi puissent éventuellement justifier pourquoi ils ont désobéi à la loi. Mais bon, en tout cas, dans les jours qui viennent, vous allez voir que ce qui va être le plus important, ce n'est pas tant la décision qui a été prise hier que l'absence des juges.
L'emprunt obligataire du Cameroun, ECMR, 5,5% net 2016-2021, souscrit à hauteur de 115,43%. Le volume des souscriptions est de 17 314 508 titres, correspondant à une levée totale de fonds de 173,145 milliards de francs CFA. Lancé le 20 septembre, l'argent levé par ce 4e eurobond permettra de réaliser d'importants projets d'investissement dans les domaines des infrastructures, de l'approvisionnement en eau potable et de l'électrification. Focus sur le secteur minier en Côte d'Ivoire, les conséquences environnementales et financières de l'exploitation illégale de l'or se font ressentir. Quel accompagnement pour les populations riveraines des projets aurifères? Élément de réponse dans ce sujet préparé et commenté par Siamlo Victoria Sedji. L'État de Côte d'Ivoire veut garantir un secteur minier durable. Après la libéralisation intervenue au début des années 1990, le gouvernement a entrepris de nombreuses réformes pour booster le rendement du secteur, mais aussi tenir compte des enjeux environnementaux. En remplacement de l'ancien code minier existant depuis 1995, celui adopté en 2013 opte pour la réduction des impacts écologiques sur la vie des communautés. Quand vous prenez le nouveau code minier, ça n'a rien à voir avec l'ancien code minier. Et ce nouveau code minier fait la part belle à la préservation de l'environnement, à la réhabilitation des sites qui ont été occupés. Selon le gouvernement, près de 500 000 personnes en 2015 étaient actives dans l'orpaillage dans 24 des 31 régions de la Côte d'Ivoire. Le non-respect des mesures d'exploitation expose parfois les populations à des risques environnementaux. Et vous voyez, ça, ce sont des mercures. Pour les autorités, les entreprises minières ont le devoir de mieux organiser le secteur dont la viabilité va de pair avec le bien-être des populations. Cela passe par la réduction des inégalités sociales à travers des financements octroyés aux communautés, la mise en place d'un système d'exploitation et de modes de production conformes. On n'avait seulement que 3 classes. Les 3 classes étaient divisées. On était obligé de diviser avec un plaqué pour pouvoir mettre les 6 classes dedans. Vraiment, ça ne nous arrangeait pas. Sur les différentes digues, on a placé des différents piézomètres. Et puis chaque semaine, on va faire un monitoring, c'est-à-dire qu'on va faire une surveillance de tous ces piézomètres pour s'assurer qu'on ne retrouve pas de l'eau dans la digue qui pourrait affecter la stabilité de la digue et créer plus tard un éboulement et qu'on puisse retrouver les eaux du processeur en dehors de ce périmètre-là. En 2016, ce sont 66 orpailleurs clandestins qui ont été interpellés par les autorités. 429 sites illégaux devaient être fermés avant la fin de l'année 2016. Face aux menaces environnementales et sociales que subissent les populations, l'État souhaite renforcer les mesures de protection des communautés et mieux organiser l'activité minière qui représente 5% du produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire. Toujours en Côte d'Ivoire, le Front de refus exige le retrait du texte de la nouvelle constitution. L'Alliance de l'opposition appelle à une marche de protestation le 20 octobre 2016, composée d'organisations de personnalités politiques, de la société civile et de démocrates. L'Alliance a été créée ce lundi 17 octobre 2016 pour demander le retrait pur et simple de la nouvelle constitution. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Alpha Diallo, président de l'ADACI, l'Alliance démocratique africaine de Côte d'Ivoire. Bienvenue sur ce plateau, M. Diallo. Merci, bonjour. Bonjour. Alors, que pensez-vous du projet de nouvelle constitution? Déjà, je voudrais vous remercier de nous recevoir, parce que comme vous savez, l'espace d'expression est très limité aujourd'hui en Côte d'Ivoire, notamment sur le sujet de la Constitution. Ce que j'en pense de manière générale, c'est qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a raté une opportunité de créer un consensus de toute la nation autour d'un projet qui concerne tout le monde. La nation, c'est nous, c'est tous les habitants de la Côte d'Ivoire. C'est la génération qui a souffert le plus des dérives politiques de ces 20 dernières années, la génération à laquelle j'appartiens. Donc sur le principe, nous étions plus que pour, mais la méthode est mauvaise. En lieu et place d'une constituante, on a un comité d'experts de 10 personnes, déconnectés des réalités, en tout cas des nôtres, qui se sont enfermés dans une suite d'hôtels pendant 2 mois pour rédiger une constitution qui est censée régir notre vie pour les prochaines années. Je trouve que la forme est mauvaise. Dans le fond, il y a plein de choses à revoir. Alors, vous dites qu'il y a plein de trucs qui ne vont pas. Vous proposerez quoi à la place? Écoutez, il y a des choses déjà qui... Aujourd'hui, il y a un déséquilibre qui est reconnu de tous entre les provinces, entre le monde rural et la ville d'Abidjan. Notre engagement, nous, en politique, est fondé sur ce point-là.
80% des richesses ivoiriennes sont créées à l'intérieur du pays et 20% de ces richesses ne sont dépensées qu'à l'intérieur du pays. Le président Alassane Ouattara dit que la future constitution est moins confligène que l'actuelle. Partagez-vous cet avis? Oui, mais on aurait dû aller plus loin que ça. Je pense que, par exemple, il parle notamment de l'article 35, qui est devenu l'article 55 de la Constitution, qui régit l'éligibilité du candidat à l'élection présidentielle. Je pense que passer d'être né de père et de mère, eux-mêmes nés de père et de mère, qui était très incohérent, parce qu'avant 1960, personne n'était ivoirien, donc presque impossible, c'est un bon point, mais on aurait dû aller plus loin. Nous avions des propositions, nous avions une proposition qui disait que tout Ivoirien est électeur. Nous disons que tout électeur né ivoirien est éligible. Et le Front de refus qui rejette les principaux points du projet appelle à une manifestation le 20 octobre prochain. Participerez-vous à cette manifestation? Nous avons une autre approche. Notre approche est la mobilisation. Notre approche est le dialogue. Nous avons écrit au chef de l'État aujourd'hui pour lui demander solennellement le report du référendum. La campagne est trop courte, le consensus n'a pas eu lieu, mais il n'est jamais trop tard. Et que proposez-vous pour apaiser les tensions dans le pays? Le dialogue. Il n'y a rien d'autre que le dialogue. Nous sommes un pays de dialogue. Aujourd'hui, la mouvance présidentielle, la majorité présidentielle se réclame de l'oufouettisme. La règle numéro 1 du président Houphouët-Boigny, c'était le dialogue. Nous demandons le dialogue. Nous avons mis en ligne une plateforme qui s'appelle ada-ci.org sur laquelle on invite tout le monde à venir participer, proposer. Et le nombre va faire la différence et pousser les autorités certainement à instaurer le dialogue. Nous y croyons. On est peu à y croire, mais nous y croyons et nous pensons que le report est encore possible. Merci beaucoup, Monsieur Alpha Diallo, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président de l'ADACI, l'Alliance démocratique africaine de Côte d'Ivoire. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.